Bonjour à toutes et à tous. La vidéo que vous vous apprêtez de voir est un compte-rendu de mon examen des scans des momies de Nazca réalisé en 2020. Je ne sais pas qui a fait ces scans et je ne connais pas la liste d'intermédiaires qui ont permis à ces scans de m'être transmis. Je ne sais pas qui a réalisé ces scans et je ne connais que la dernière personne dans la longue liste d'intermédiaires qui m'ont permis de les acquérir. Je les ai analysés sur mon temps libre en tant qu'expert en ostéologie assistée par tomographie à rayon X, et cette vidéo n'est pas monétisée, donc je ne gagne rien de matériel à publier cette vidéo sur YouTube. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de publier cette vidéo sur YouTube ? D'une, afin d'atteindre un plus large public qu'avec une publication écrite classique. De deux, parce que mes résultats et leur communication se basent beaucoup sur des visualisations 3D qui seraient grandement perdues ou du moins plus difficiles à lire sur un format 2D écrit. Et de trois, parce que de toute façon, les scans ne sont pas d'assez bonne qualité pour atteindre les standards qui permettraient une publication scientifique classique. Ceci étant mis au point, je vous souhaite un bon visionnage. Et donc, j'aimerais commencer par Louisa et Maria parce que c'est les deux meilleurs en fait. C'est les deux scans avec la meilleure résolution. Enfin, Maria est d'une très mauvaise. La résolution est très mauvaise sur le scan de Maria, mais évidemment, c'est le spécimen le plus important, donc je ne peux pas ne pas le regarder. Mais Louisa est très intéressant parce que justement, c'est un scan qui a été mieux réalisé que les autres. Il y a beaucoup plus de tomogrammes, donc de tranches de rayons X dedans que dans les autres scans. Donc celui-là, ça a été plus intéressant de travailler avec. Comme je l'expliquais dans une vidéo précédente, à moins de 1000 tomogrammes, c'est difficile de travailler. Et donc là, il y a le scan du corps complet de Louisa. Et ce scan du corps complet de Louisa, il ne contient que 128 homogrammes à 630 pixels de résolution. Donc ça donne vraiment pas, une grosse marge de travail, quoi. Ça permet pas de bien travailler avec une résolution comme ça. Et quasiment tous les scans sont comme ça, en fait. Ils ont une résolution. Alors, premier abord, quand on regarde en coupe coronale comme ça a l'air bien. La résolution a l'air correcte, mais dès qu'on change de vue, en fait, bah, on se rend compte à quel point c'est pixelisé. Donc là, c'est la vue en vue sagittale, en vue de côté, et ça, c'est la vue antéro-postérieure. Donc on est voilà. Et en plus, le problème, c'est que ces scans, ils étaient compressés. Donc ils étaient pas dans un format DICOM classique, ils étaient dans un format DICOM compressé. Et du coup, il a fallu que je les décompresse. Et je pense qu'en fait, la compression les a abîmés. Parce que vous voyez, là, par exemple, on n'a pas le haut de la jambe. Donc il y a certaines tranches en fait qui ont sauté. Alors quand on a des tomogrammes qui font que quelques centaines de tomogrammes, enfin quand on a des tomographies qui font que quelques centaines de tomogrammes, perdre des tranches, c'est perdre beaucoup d'informations des fois. Donc là on a perdu une bonne partie du bassin en fait en faisant cette tomographie. Enfin en compressant cette tomographie parce que et j'ai trouvé aucun logiciel qui permettait de rouvrir les tomogrammes sans perdre ces tranches de tomographie. Et d'ailleurs, si on regarde la numérotation des tomogrammes, 62, 66, 95, 115, 156, 200, 158, 207, enfin, il y a vraiment on a vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de... Alors que les numéros devraient se suivre plus ou moins, on a vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de tranches qui y sont passées, quoi. Donc c'est un peu dommage. J'avoue, mais bon, j'ai essayé de faire ce que je pouvais, de faire les observations que je pouvais avec ça. Mais c'est clair que, voilà, entre la mauvaise résolution et le fait que la compression ait endommagé les données, du moins j'imagine que la compression a endommagé les données, on va pas tout de suite prêter de mauvaises intentions aux gens qui ont fait les scans. Je ne sais pas qui a fait les scans d'ailleurs, hein, si ça se trouve. Ces scans ont été faits avec les meilleures intentions. Mais voilà, on va dire que c'est dommage que cette compression ait endommagé les données. Donc maintenant, que dire sur ce spécimen? Donc on va regarder le corps de Louisa rapidement de haut en bas. Et la première chose, donc là, ça c'est le crâne, la boîte crânienne, on parlera de la boîte crânienne après. La première chose que j'aimerais souligner, c'est les vertèbres. Donc voici une vertèbre classique avec le corps vertébral ou centrum, le trou pour la moelle épinière, les zygapophyses à droite et à gauche, et voici l'arc neural en haut de la vertèbre. Et maintenant, ce qu'il y a d'intéressant, en fait, c'est de suivre le corps vertébral par rapport au trou de la moelle épinière. Donc, on voit que le trou de la moelle épinière, en se dirigeant vers la tête,
Voilà, il disparaît. Voilà, là, il est compressé. Et après, il disparaît complètement, ce trou de la moelle épinière. Et tout ce qui nous reste, du coup, si je reviens en arrière, c'est le corps vertébral. Donc, si vous suivez le corps vertébral, je vais mettre la souris dessus. On suit le corps vertébral, il est là, il est ici, il est là, il est là. Là, on est dans le cou. Il est là, on remonte dans le cou. Et là, on commence à rentrer dans la tête. Et regardez comment ça se passe. Le corps vertébral est toujours là, vertébral, et pouf, le trou et le cerveau. Donc vous voyez, ça c'est la cavité cérébrale, et ça normalement c'est le trou, enfin si on suit l'anatomie de ces bestioles, ça normalement ça devrait être le trou par où la moelle épinière devrait sortir. Et à la diapo suivante, en gros, bah, il est bouché. Il est bouché par un corps vertébral et une série de vertèbres, des vertèbres cervicales. Donc ça, anatomiquement, ça n'a aucun sens, hein. Anatomiquement, c'est complètement fantaisiste. Ça veut dire qu'en gros, l'animal, la bestiole n'avait pas moyen que sa moelle épinière sorte pour aller dans sa colonne vertébrale. Normalement, ce qui s'aligne avec ça, avec ce trou-là, c'est ce trou-là. Voilà, mais sauf que là, il faut passer au moins 4 ou 5 vertèbres plus loin avant d'arriver à ce trou-là. Donc là, on a le premier indice qu'on est face à un faux, c'est que bah, ouais, anatomiquement, ça n'a aucun sens d'avoir le corps vertébral qui s'articule dans le trou de la moelle, dans le trou pour la sortie de la moelle épinière. Par contre, profiter d'un trou qui existe pour y enchasser pour y enchasser la colonne vertébrale, là, ça pourrait être une idée qu'un faussaire pourrait avoir. Voilà. Et puis après, quand on regarde les vertèbres, donc vous voyez, les vertèbres, elles ont des trous sur les côtés parce que bah, de chaque côté des vertèbres sortent des nerfs qui vont innerver le corps. Et en fait, pareil, si on devait construire, là, si on regarde comment est construit cet animal, bah, on voit que les côtes ici, sur les côtés, dans chaque vertèbre, elles rentrent à l'intérieur de ces trous et vont percer l'emplacement de la moelle épinière. Et c'est quasiment à toutes les vertèbres. Vous voyez, ça se voit encore là, ça se voit encore là, ça se voit encore là. C'est un peu moins clair. Donc là, je remonte. Voilà, celle-là, ça se voit particulièrement bien. Pareil, avoir les côtes qui percent la moelle épinière, ça n'a aucun sens anatomiquement. Par contre, encore une fois, si quelqu'un voulait construire un faux squelette et se demanderait comment installer les vertèbres, enfin comment installer les côtes dans les vertèbres sans avoir à mettre de la colle, bah voilà, la solution est toute trouvée, on enchâsse les côtes dans les trous naturels qu'il y a dans les vertèbres. Sauf que, voilà, encore une fois, cet animal, si cette bestiole vivait réellement, elle était paraplégique, hein. Avec les côtes qui lui percent la colonne vertébrale comme ça, c'est juste pas possible. Les œufs, ah oui, les œufs. Donc là, ce qu'on voit, c'est des grosses masses blanches complètement opaques. Donc, j'avais déjà dit la dernière fois, d'après les vieux scans, que c'était certainement des cailloux. Et du coup, je vais essayer de rouvrir ça avec un autre logiciel. Alors, hop. Parce que je me rappelle qu'il y a une image, en fait, qui montre ces fameux œufs, mais avec des rayons X plus puissants. Donc, ils arrivent à passer au travers. Parce que là, ce qui se passe, en fait, c'est qu'en fait, le contenu de ces œufs est tellement opaque que les rayons X ne vont pas au travers. Donc, ils ont sacrifié en fait le contraste à l'intérieur des œufs pour qu'on puisse voir le reste du squelette. Et on les en remercie. Mais du coup, pour pouvoir voir les œufs, bah, il faut faire ce qu'ils ont fait à peu près sur cette radiographie-là, c'est-à-dire envoyer la bombe en rayon X, sacrifier le contraste sur le squelette et afin de pouvoir voir justement les œufs eux-mêmes. Donc voilà les œufs. Donc là, c'est exactement ce que je disais. Donc là, on a le squelette. Donc ils ont complètement sacrifié ce coup-là, l'opacité du squelette. Ils ont mis la gomme en matière de rayon X pour pouvoir voir les œufs. Et un des effets, en fait, de mettre la gomme au niveau des rayons X, c'est qu'on crée un artefact qui s'appelle le beam hardening. Donc le durcissement des faisceaux. Et ce beam hardening, bah, il fait que la surface de tout ce qu'on observe, en fait, et particulièrement des objets très denses, devient brillante. Et c'est exactement ce qu'on voit là. Donc,
Probablement qu'ils ont été très intéressés, enfin que les gens qui ont fait ces scans ont été très intéressés de voir ces structures ici, en s'imaginant qu'il s'agissait d'œufs et dont on voyait la coquille. Mais en fait, non, ça, c'est typiquement du beam hardening, hein. Ça, c'est typiquement un artefact qui s'appelle le beam hardening. Y a un truc tout bête, hein, et là aussi, c'est du beam hardening. Et puis là, on a du beam hardening aussi. Là, on pourrait croire que c'est la coquille, mais non. Et ça, c'est du beam hardening aussi. On pourrait croire qu'il s'agit d'œufs, mais en fait, il y a un argument tout bête, hein, pour dire qu'il ne s'agit pas d'œufs. Un œuf, c'est juste une coquille et à l'intérieur, c'est du tissu mou. Donc, ça ne devrait pas être plus dur à scanner que le reste du squelette. Là, il a fallu qu'ils mettent la bombe de rayon X. Ils peuvent pas être, les œufs, par définition, ils peuvent pas être plus pétrifiés que les os. Surtout sachant qu'ils ont fossilisé. Enfin, s'ils ont fossilisé, ils ont fossilisé en même temps. Là, c'est des momies, donc on parle même pas de fossilisation. On n'est même pas au niveau de la fossilisation encore sur des momies. Donc, il n'y a pas de raison que ces œufs, ils aient une densité aussi énorme qu'on est obligé de pousser les rayons X au point de plus voir les ossements. Ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. Donc ça, c'est du caillou. Et d'ailleurs, ça se voit à l'intérieur, il n'y a aucune structure là. Et là, c'est pareil, à l'intérieur, on a 2-3 traits qui ressemblent à rien. Là, c'est pareil, ça a l'air de ressembler à une structure, mais on a des œufs de dinosaures qui ont 200 millions d'années, pardon, en Afrique du Sud, et quand on les passe au rayon X, on voit le squelette, hein. On voit que ça forme une colonne vertébrale, on voit les pattes, on voit les trucs, on voit ce qui se passe. Là, on voit rien. Et quand on voit rien, c'est qu'il n'y a rien. Et même si on a envie d'y croire très fort, je veux dire, un œuf, voilà, ça ressemble à ça. Donc voilà, un œuf de dinosaure fossilisé, ça ressemble à ça. Voilà, celui-là, il a 60, 70 millions. Il a entre 66 et 70 millions d'années. Et donc, ce que vous voyez sur les bords, ce sont les morceaux de coquille. Vous voyez, et les morceaux de coquille, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur, vous voyez, on peut s'arrêter sur une image où il y a des morceaux de coquille qui sont à l'intérieur. Donc, comme celui-là, par exemple, il est à l'intérieur de l'œuf. Ou bien ceux-là, ici, là, vous avez des morceaux de coquille qui sont à l'intérieur du nodule. Bah, ces morceaux de coquille, ils sont plus brillants que le reste. C'est pas seulement parce qu'ils sont à la surface qu'ils sont plus brillants. Donc déjà, c'est comme ça qu'on fait la différence entre des vrais morceaux de coquille et du beam hardening. Il faut être vigilant sur les morceaux de coquille qui sont à l'intérieur et qu'on voit bien. Donc ça, c'est un œuf. Ça, c'est un véritable œuf qui est passé au rayon X dans un scanner médical. Donc c'est normalement à ça que ça devrait ressembler, ce qu'ils ont trouvé. Mais non, c'est pas ça qu'ils trouvent. Ce qu'ils trouvent, c'est un gros caillou. Ce qu'ils trouvent, c'est un gros caillou très très dense. Et quand ils mettent les rayons X à fond, bah, ils ont du beam hardening et ils ont probablement cru que c'était des coquilles, mais c'est pas des coquilles. Et là, pour le coup, celui-là, il est absolument fiatureless, quoi. Il n'y a rien du tout à l'intérieur. Donc à la limite, il y a celui-là qui peut donner un peu d'espoir. Mais ça ressemble à rien de particulier, quoi. On devrait voir, s'il y avait un squelette dedans, on devrait voir des ossements qui ressemblent à des ossements. Et là, idem. Idem, il n'y a aucune structure à l'intérieur. Et comme je le disais, si c'était des vrais œufs, de toute façon, ils seraient aussi denses, voire même moins denses que l'os. Et là, ils sont des millions de fois plus denses. Donc, il n'y a aucune chance que ce soit des œufs, hélas. Voilà, et donc on continue de descendre et on arrive aux jambes. Il n'y a pas grand-chose au niveau des jambes. Enfin, je veux dire, c'est juste des os posés les uns sur les autres. Et là, il y a un peu cette articulation de la cheville qui n'a aucun sens, puisqu'on a les métatarses ici qui s'articulent directement avec un truc qui n'est ni le tibia ni la fibula, parce qu'en plus, là, on est censé avoir, normalement, si on remonte, on est censé avoir deux os, un tibia et une fibula, et on n'en a qu'un. Donc ça n'a déjà pas grandement de sens. Mais en plus, cet os s'articule directement avec les métatarses, donc ça veut dire que cet animal n'a pas de cheville. Cet animal n'a pas d'astragale ni de calcanéum, il a directement les métatarses qui s'articulent au tibia et au péroné, enfin au tibia tout seul, puisqu'il n'a pas de péroné. Donc bon, cette articulation de la cheville n'a aucun sens, et l'articulation des doigts, c'est un peu pareil. Les doigts sont directement attachés. Vous voyez, là, les doigts, ils arrivent. Là, on a les doigts qui arrivent tous ensemble, et si on remonte un peu, pouf, ils sont directement attachés à l'os du bras. Voilà, c'est pareil, il n'y a pas de poignet, c'est directement les doigts accrochés au bras. Donc cette chose n'a absolument aucun sens si on s'imagine que c'était un être vivant, hein. Elle était au moins paraplégique, vous voyez. On voit encore bien là les côtes qui défoncent la vertèbre littéralement. Donc cette chose n'a aucun sens si elle était vivante. Par contre, il y a beaucoup de sens dans la façon dont elle a été construite et on voit encore le modus operandi de la construction.
Et là, on a la très forte réfraction due au fait que c'est du métal. D'ailleurs, vous voyez, là, le beam hardening, il est très très fort sur le métal parce que le métal est très très dense. Donc, il n'y a pas besoin d'envoyer beaucoup de rayons X dessus pour qu'il y ait un artefact de dingue, hein. Et là, il y a même, vu que c'est une surface très fine, du coup, c'est la totalité de la surface qui brille. Donc, au moins, s'il y a une chose qui est vraie, c'est le métal de cette chose qu'ils ont sur le thorax, ces animaux. Et donc, ce qu'il y a d'intéressant, c'est de regarder le scan haute définition, parce qu'ils ont fait un vrai scan haute définition du reste du haut du corps, qui permet de voir justement la structure de la bête de façon un peu plus intelligible, on va dire. Donc, c'est un scan qui contient non plus 128, mais 1021 tranches, donc 1021 tomogrammes. Donc là, au moins, on peut travailler, quoi. 1021 tomogrammes, là, c'est raisonnablement assez pour travailler. Et encore, on va voir que c'est pas forcément la panacée non plus. Hop, je vais l'ouvrir, voilà. Donc, ce que j'ai fait avec, ces tomogrammes, c'est que j'ai extrait la boîte crânienne, donc c'est le truc que vous voyez en violet là. J'ai extrait la boîte crânienne, donc vu qu'on avait de la haute résolution, et on peut même voir, vous voyez, ça m'a intéressé parce que là, sur les côtés, on peut voir les plissures du cerveau sur cette boîte crânienne. Et les plissures du cerveau sont généralement très diagnostiques, c'est-à-dire qu'elles permettent d'identifier les animaux assez facilement. Donc on peut voir les plissures du cerveau, on peut voir les oreilles internes que j'ai fait en vert, pardon. Et donc ça a donné ce qui était allumé au début, c'est-à-dire ça. Voilà. Donc voici le cerveau de la bestiole. Voici le cerveau de la bête. C'est un cerveau assez classique avec donc les deux hémisphères cérébraux ici, dont on voit les plissures, donc les plissures qui se sont légèrement imprimées sur la boîte crânienne comme c'est normal chez la plupart des animaux, euh, quand les méninges du moins sont relativement fines. Ici, on a les deux lobes olfactifs, donc les deux lobes qui sont connectés à la cavité nasale et qui permettent le sens de l'odorat. Ici, vous avez les deux nerfs optiques qui partent de la base. Ici, vous avez le nerf trijumeau qui est préservé d'un côté mais pas de l'autre. Mais vous avez au moins un nerf trijumeau là. Ici, vous avez le nerf auditif attaché à l'oreille interne qui n'est pas complète parce que le scan n'est encore pas à une résolution suffisante pour extraire l'oreille interne, hélas. Donc vous voyez que même avec 1000 tomogrammes, j'arrive pas à faire tout ce que je veux. L'oreille interne est elle-même juste en dessous du cervelet, classique. Et à l'arrière, on voit là le nerf hypoglosse. Et ici, c'est la sortie, donc le trou occipital avec la sortie de la moelle épinière vers la colonne vertébrale. Donc c'est un cerveau, tout ce qu'il y a de plus classique. Euh, mais, si vous, enfin, c'est là où ça devient marrant, c'est quand on y rajoute le crâne par-dessus. Donc, je vous ai dit, là, c'est les lobes olfactifs. Donc, en face des lobes olfactifs, normalement, on a le nez. Là, ce sont les nerfs optiques dirigés vers l'extérieur comme ça. Donc, les yeux devraient se trouver là et là. Euh, et là, on a les oreilles internes. Donc, les oreilles externes devraient se trouver à ce niveau-là. Bon, bah maintenant, regardons comment ça met le crâne par-dessus ça. Bah, c'est tout le contraire en fait. Les yeux sont complètement à l'opposé de là où devraient se trouver les yeux, vu que le nerf optique est ici. Ici, on voit même le trou pour le nerf optique, il est juste là, regardez. Là, je viens de l'éteindre, hop, je le rallume ici. Et là, j'enlève le crâne, vous voyez, le nerf optique, il est là, ici. Et donc, on voit même le trou dans le crâne pour le nerf optique. Et pourtant, les yeux sont de ce côté-là. Donc, y a absolument aucun sens à ce crâne. Et les lobes olfactifs sont ici alors que le nez est là. Et par contre, vous avez l'oreille qui est située droit dans la bouche. Vous voyez que si je mets ça en transparent, voilà, l'oreille, elle est située droit après la bouche, en fait. Et là, ce que j'ai mis en jaune, c'est pas des dents. On va retourner sur la segmentation. Là, ce que j'ai mis en jaune, en fait, c'est pas des dents, c'est deux petites plaques osseuses qui ont été insérées là, en fait. Donc, hop, voilà. Donc ça, c'est normalement, c'est par là que la moelle épinière devrait sortir. Mais pour boucher ce trou, en fait, ils ont rajouté deux petites plaques osseuses que j'ai ici mises en jaune. Donc je vais enlever le jaune et le
et le rose pour être objectif, un peu plus objectif, voilà. Vous voyez, ça c'est le trou pour la moelle épinière normalement. Et là, on a ce petit os flottant ici qui ne se connecte à rien du tout. C'est juste un os qui flotte comme ça. Hop, je peux augmenter le contraste pour que ça se voit mieux. On a un petit os qui flotte. Et on a un deuxième os après qui va faire la mâchoire inférieure ici. Ouais, il est là, l'os. Et là, vous voyez qu'il est connecté à rien du tout ici. Et hop, il se termine là. Et par contre, il n'y a pas de dents. Il n'y a absolument pas de dents. Vous voyez qu'il n'y a aucune structure qui ressemble ni de près ni de loin à des dents. Donc ces deux petites plaques, en fait, ce sont deux os qui ont été rajoutés dans le trou occipital pour le boucher, pour en faire justement la bouche. Donc, si j'enlève le transparent, regardez bien les plaques jaunes, pouf, ça vous donne la bouche. Donc ça bouche le trou occipital pour vous laisser juste une petite ouverture. Donc voilà, ça a tout d'un truc qui a été fait main. Hein. Mais bon, je pense qu'il y avait plus grand monde pour en douter. Après, il y a d'autres personnes, du coup, j'ai pu voir qui avaient souligné voilà, la présence de ça, de ce petit processus là sur le côté, qu'on voit effectivement sur d'autres animaux. Alors, du coup, j'ai fait un petit dossier de comparaison avec d'autres animaux qui sont communs en Amérique du Sud pour pouvoir comparer. Alors, alors on va essayer de faire ça intelligemment, sans faire tout planter. Donc, je vais retirer ça, je vais retirer ça. Je vais garder ça, voilà. Je vais retirer ça. Et on va charger. Donc moi, au début, j'avais émis l'hypothèse qu'il pouvait s'agir d'un chat, qui pouvait s'agir d'un crâne de chat. Hop. Et déjà là, ça commence à galérer, là. Voilà. Donc j'avais émis l'hypothèse qu'il pouvait s'agir d'un crâne de chat. Donc voilà le cerveau d'un chat. Et on peut voir qu'il est complètement différent, en fait. Si on re-regarde le cerveau de Louisa, on peut voir que le cerveau, vu de côté, il a un petit lobe sur le côté ici, un petit lobe temporal, des gros bulbes olfactifs. Alors les bulbes olfactifs sont relativement gros, ce qui indique déjà qu'on ne regarde pas un primate, parce que chez un primate, les bulbes olfactifs seraient petits. Et puis on a surtout un cerveau qui est rectangulaire en vue dorsale, avec beaucoup de petites plissures. Maintenant, si on compare au chat, les hémisphères cérébraux, ils sont pas du tout rectangulaires quand on les regarde vus de dessus, ils sont plutôt en forme de cœur. Ils ont plutôt des grosses plissures, bien visibles, bien nettes, pas des petites plissures difficiles à voir. Des bulbes olfactifs qui sont pédonculés et collés l'un à l'autre, alors que sur l'autre, ils sont séparés. Et là, vous voyez, il y a un gros lobe temporal vu sur le côté. Donc moi, je me suis bien planté. Pour le coup, c'était pas un chat. Je croyais que c'était un chat parce qu'il y avait une crête, parce que j'avais cru voir une crête tentorienne. La crête tentorienne, vous voyez, si vous voyez cet espace-là entre, voyez ici, là, l'espace blanc, si vous voyez cet espace entre les hémisphères et le cervelet ici, la crête tentorienne, c'est une crête osseuse qui va se mettre dans cet espace ici pour séparer le cerveau du cervelet. Et j'avais cru voir une crête tentorienne comme ça sur l'un des crânes, mais en fait non, c'était pas une crête tentorienne. Enfin du moins, je dois bien admettre que ça devait pas être une crête tentorienne puisque ça ressemble pas du tout à un cerveau de chat. Et du coup, il y a d'autres animaux qui sont communs en Amérique du Sud. Alors, il y a les chevaux, par exemple. Ça pourrait être ça pourrait être un cerveau de cheval. Je vais enlever ça, comme ça libérera un peu de. Le cerveau de cheval, il est un peu plus rectangulaire en vue dorsale, mais par contre, il est complètement lisse. Hein. Vous voyez que ça ressemble pas beaucoup. Mais du moins, c'est un cerveau d'herbivore, ça ressemble un peu plus déjà. Et évidemment, il y a les herbivores qu'on retrouve le plus en grand nombre, ce sont ceux qui ruminent. On peut commencer par le mouton et chèvre, il y en a pas mal aussi en Amérique du Sud. Non, pardon, j'ai pris le crâne, je voulais prendre l'endocrâne. Donc, si on regarde le mouton, on a à peu près. Non, en fait, on n'a pas tellement le côté rectangulaire en vue de dessus, et il y a cette flexure ici du cerveau qui induit une petite fosse ici qu'on ne voit pas du tout sur Louisa.
Et si on le met en vue de côté, Louisa, vous voyez que le cerveau, il est tout droit. Il n'a pas cette espèce de renfoncement au niveau des nerfs optiques, comme il y en a ici chez le mouton. Ouais, les nerfs optiques, ils sont dans une espèce de renfoncement, là. Donc le mouton, c'est pas non plus un bon candidat. Et évidemment, l'autre hypothèse qui a été la plus suggérée, c'est celle des lamas. Enfin, moi, du coup, j'ai pris des lamas et j'ai pris une vigogne aussi. Donc, on peut regarder les deux, lama et vigogne, qui sont les deux tylopodes domestiques en Amérique du Sud. Donc, vous voyez là, ça, c'est un endocrâne de vigogne, du coup. Donc, on voit que le crâne est légèrement plus arrondi que rectangulaire en vue de dessus, mais les petites plissures, par contre, c'est exactement les mêmes. Les lobes olfactifs sont à peu près les mêmes. Donc c'est pas mal, c'est un bon match. Et il y a évidemment le lama que je vais ouvrir. Là par contre, on va pas regarder que le crâne, on va que le cerveau, on va tout regarder. Donc voilà le cerveau. Donc le cerveau, ouais, bon, commençons par le cerveau. Donc le cerveau, il a bien toutes les petites plissures, ça marche impec. Vue rectangulaire, très rectangulaire vue du dessus. Les deux lobes olfactifs bien séparés et bien proéminents. Et puis l'arrière, le cervelet, la moelle épinière qui ressort. Et donc là, c'est le crâne par-dessus le cerveau. Donc je vais essayer de le mettre en transparent, si je peux, s'il me le permet, s'il bug pas. Donc voilà le crâne en transparent. Alors ce qui est intéressant avec ce crâne que tu m'as envoyé, c'est justement que on y voit très bien qu'à l'arrière, en fait, il y a deux trous naturellement. Il y a deux trous naturellement à l'arrière du crâne des lamas qui se trouvent entre l'os. Alors je pense que ça doit être le squamosal et pas le pétreux là. Donc là, on a le squamosal, vous avez l'os squamosal ici et le supra-occipital là. Et juste entre les deux, ici, on voit un trou qui ressort très bien quand on rajoute l'endocrâne dedans. Et donc, je pense que là, ça expliquerait fort bien comment, en fait, ils ont exécuté la transformation d'un crâne de lama en vue de derrière, en fait. Donc ça, ce serait en fait, en réalité, la vue de derrière. Hop, voilà. Donc ça, ce serait le cerveau vu de derrière avec la sortie de la moelle épinière ici. Et du coup, les yeux, ils auraient été directement taillés en fait à partir des petites encoches naturelles qui sont déjà présentes. Donc ils auraient juste agrandi une ouverture qui serait déjà là en fait. Après, le crâne est vachement moins robuste et vachement plus petit, donc c'était peut-être un lama juvénile. Ce qui m'avait freiné en fait à l'identification d'un lama et que j'étais plutôt allé vers le chat, c'était aussi la taille. Parce que les poupées sont relativement petites, mais bon, il n'est pas exclu qu'on soit en train de regarder un lama juvénile ou une variété de lamas plus petite que les autres. Ça, c'est pas complètement exclu du tout. Mais ouais, quand on compare, là, vous voyez, la vue latérale ici, c'est exactement la même aussi avec ce petit lobe là en dessous. C'est exactement la même que celle du cerveau, du lama en vue latérale ici, avec le petit lobe en dessous. Sauf que là, au moins, on a un crâne logique, puisque quand on y rajoute. Enfin, sauf que là, on a un cerveau logique, puisque quand on rajoute le crâne par-dessus, voilà, le nerf optique, vous voyez, le trou pour le nerf optique, il s'ouvre dans l'œil. Vous voyez, ça, ce sont les nerfs optiques ici, comme sur l'autre crâne, sauf que là, au moins, quand on rajoute le crâne par-dessus, il s'ouvre dans l'œil. Que les bulbes olfactifs qu'on voit ici sont dirigés vers le nez. Voilà, le nez est ici, la cavité nasale est là et les lobes olfactifs enregistrent les odeurs dans la cavité nasale du bon côté. Et que ça, du coup, bah, c'est pas la bouche. Ça, c'est la sortie de la moelle épinière. Alors, du coup, qu'est-ce que eux, ils ont pris pour la moelle épinière dans leur truc? Bah, en fait, ils ont pris ce petit coin-là. Vous voyez qu'ici, il y a un petit renfoncement qui correspond à la sella turcica, en fait. Et ce petit renfoncement, ils l'ont utilisé, ils l'ont mis à profit pour faire un vrai trou à la place. Hop, voilà. Donc là, on a pareil. Vous voyez, là, on a les nerfs optiques, les deux nerfs trijumeaux, et ici, on a le plat. Donc cette surface plate et ronde, c'est exactement l'endroit où la vertèbre bouche le trou, justement.
où la vertèbre est insérée. Et donc, ils se sont servis en fait du trou qui existe plus ou moins déjà, qui s'appelle la sella turcica, mais qui n'est pas un véritable trou. En fait, ils ont juste percé à un endroit qui est un peu plus fragile, on va dire. Voilà. Donc là, c'est pareil, nerf optique, nerf trijumeau, et ils ont percé à ce niveau-là pour insérer la, leur pseudo moelle épinière. Et du coup, là, pareil, j'ai pas montré, mais il y a aussi les oreilles. L'oreille interne est ici, à l'arrière du crâne, en face du trou pour l'oreille sur le crâne. Voilà. Là, si j'enlève le crâne, oreille interne et méa auditif externe, donc tout va bien. Voilà. Donc on arrive assez facilement à s'imaginer comment, à partir du crâne d'un bébé lama, éventuellement, ils ont pu reconstituer ça. Et on a définitivement, je pense, affaire à un lama parce que les plissements du cerveau correspondent mieux à ceux du lama qu'à ceux de la vigogne. Si je remets la vigogne, voilà, la vigogne, ça ressemble un peu moins. Et le crâne est un peu plus rond aussi. Enfin, le cerveau est un peu plus rond chez la vigogne. Il est un peu plus carré, un peu plus quadrangulaire chez le lama. Vous voyez, il est plus long et plus quadrangulaire chez le lama. Donc, ça correspond mieux. Le lama correspond mieux à. C'est quasiment un perfect match, quoi. Si c'était pas pour la taille, si c'était pas pour la taille qui est beaucoup plus petite sur la boîte crânienne de Louisia, ce serait quasiment un perfect match. Donc voilà, au moins grâce au cerveau, bah, on arrive à dire que le crâne de Louisa, c'est définitivement celui d'un lama, probablement d'un lama juvénile. Donc ça, c'est plutôt satisfaisant quand même. Quand on a des données qui sont suffisamment bonnes, on peut arriver à dire des choses. Et, ah oui, et puis il y avait aussi au niveau de Louisa, il y a les clavicules ici, qui sont articulées de façon complètement. Ça n'a aucun sens en fait. Les clavicules ici, elles devraient être connectées à un sternum. Et là, on voit qu'elles sont cassées. Enfin, qu'elles sont reliées par une cassure au milieu. Et ça ressemble vachement, justement, quand on les regarde de dessus, ça fait un V. Vu de dessus, ça fait un V et ça rappelle beaucoup le V que forment les clavicules des oiseaux, la fameuse fourchette ou furcula. Donc ça, je me demande si c'est pas juste une clavicule de poulet qu'ils ont pété et qu'ils ont recollé ensemble pour faire des pseudo-clavicules humaines. Mais là, pareil, les clavicules, ça n'a aucun sens. Les voir ressortir comme ça sans être attachés à un sternum, ça n'a absolument aucun sens, hein, anatomiquement parlant. Donc le deuxième spécimen le plus intéressant, ça va être évidemment Maria, puisque c'est Maria, c'est on va dire le nerf de la guerre. Est-ce que c'est un vrai, est-ce que c'est un faux? Donc on va regarder un petit peu Maria. Alors avec Maria, on est vraiment typiquement dans le problème du. J'ai pas l'impression qu'ils ont fait beaucoup d'efforts pour faire un scan hyper bon les gens qui l'ont scanné. C'est un peu frustrant. C'est un peu frustrant. Enfin, encore une fois, je ne vais pas juger les intentions des gens qui les ont scannés. Si ça se trouve, encore une fois, ça a été fait dans les meilleures intentions. Mais 263 diapos pour un corps humain entier, c'est peu. C'est horriblement peu, quoi, hein. Donc bon, j'ai essayé de faire ce que j'ai pu, on va dire. J'ai essayé de faire ce que j'ai pu. Alors, on va surtout faire des observations directement sur les diapos, mais voilà, donc ça, c'est ce qu'on voit et ça a l'air d'être une assez bonne résolution, mais en réalité, voilà, dès qu'on change de vue, ça devient encore une fois hyper pixelisé, incompréhensible, limite incompréhensible et encore une fois, on a des fichiers qui ont certainement été corrompus à cause de la compression parce qu'on a des morceaux qui manquent. Donc bon, je peux quand même faire quelques observations. Alors le problème, c'est qu'on a typiquement au niveau de la main ici, on pourrait faire des observations. Le problème, c'est que vous voyez, tac, et là ça change. Vous voyez que ça fait des bonds, ça fait des sauts. Donc on a perdu presque la moitié, plus de la moitié de la morphologie des mains à cause de la compression, enfin à cause de la corruption des fichiers, quoi. Mais par contre, on peut observer un peu les pieds. Les pieds aussi, il y a eu un problème.
Je fais pas toute l'anatomie de Maria parce que toute l'anatomie de Maria est humaine, hein. À part les mains et les pieds, je veux dire, on compte le nombre de vertèbres, il y a tout ce qu'il faut de vertèbres, on compte les noms, on regarde l'emplacement des os, ils sont tous situés où il faut. Enfin, je veux dire, tout est humain dans Maria à part ses mains et ses pieds. Et justement, quand on regarde ses pieds à Maria, on voit des choses intéressantes maintenant qu'on a un scan un peu plus haute résolution. Au moins, on a la résolution en pixels qui est meilleure que sur les précédents scans, ainsi que le contraste. Donc ça, déjà, c'est pas mal. Et comme ça, en augmentant un peu le contraste, on arrive mieux à voir ce qui se passe. Et notamment, ce qu'on voit chez Maria. Donc là, on a un gros os ici qui s'appelle l'astragale. C'est l'os de la cheville, le gros os de la cheville qui se trouve ici. Ce gros os de la cheville, chez les humains, il est articulé normalement à l'arrière avec l'os du talon qui s'appelle le talus, sur le côté avec un gros os qui s'appelle le cuboïde, et en avant avec trois petits os qui s'appellent les cunéiformes. Et les ongles, enfin les orteils, sont normalement attachés. Il y a un orteil par cunéiforme et deux orteils sur le cuboïde. Et là, ce qu'on a, ben, ouais. Donc je peux peut-être essayer de montrer une image quand même pour expliquer ces histoires de cuboïde et de cunéiforme. Ah oui, puis j'ai oublié le naviculaire aussi. Donc bon, ouais, on va montrer une image parce que j'ai oublié de préciser qu'il y avait aussi le naviculaire à l'avant de l'astragale. Donc on va pas se priver d'une petite illustration. Ça ne mange pas de pain et ça permet de que tout le monde comprenne de quoi on parle. Donc, ce que je disais, le gros os, l'astragale, à l'arrière, le calcanéum, c'est-à-dire le talon, donc la cheville, le talon, à l'avant, le naviculaire et les trois cunéiformes, et sur le côté, le cuboïde. Et le cuboïde, il a le petit orteil et cet orteil-là, et le gros orteil est sur le premier cunéiforme, et vous avez deux autres cunéiformes qui portent les deux autres orteils. Donc, normalement, il y a un orteil, un cunéiforme. C'est surtout ça, la grosse idée. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a ce gros os qui est l'astragale. Là, on a un gros saut parce qu'il manque des données, des fichiers corrompus. Donc là, il y a quasiment le pied droit, il a quasiment complètement disparu. Mais ce qu'on arrive à voir sur le pied droit, c'est l'astragale ici. Et il y a un, deux, trois cunéiformes. Donc on arrive à voir trois cunéiformes et possiblement ici ce qui doit être le cuboïde. Donc on a à peu près tous les os du pied, excepté le talon. Talon, on peut pas le voir. Le talon, on le voit pas. Et en fait, si, on voit un peu du talon. Là, ça, c'est possiblement le talon. Et vous voyez que là, il a été cassé. Il n'y a pas de talon sur Maria. Maria n'a pas de talon. Donc là, il y a une cassure et ça se voit encore mieux sur l'autre. Sur l'autre, là, ce qu'on voit ici, là, on a l'astragale. Ça, c'est la forme typique de l'astragale. Ça, c'est possiblement un bout du talon ou du cunéiforme ou du cuboïde. C'est pas vraiment sûr. Mais là, on a les trois cunéiformes, définitivement. Un, 2, 3. Et là, vous voyez, il y a du tissu mou, mais il manque pareil le talon. Et vous pouvez regarder, normalement, le talon, il devrait sortir à l'arrière ici. Il n'y a pas de talon sur Maria. Là, on est directement, là, on est revenu au tibia péroné, là. Là, c'est le tibia, le péroné, le tibia, le péroné. Et le talon, il devrait sortir à l'arrière, là. Et là, on voit rien du tout. On a l'astragale directement. Un bout d'os ici qui est possiblement ou le talon ou le cuboïde, mais qui ne sort pas à l'arrière comme le talon devrait le faire. Et encore plus intéressant, je trouve, c'est quand on regarde ici, regardez ce doigt-là, on suit ce doigt-là et il arrive dans le pied sur rien. Là, vous avez un cunéiforme ici, un cunéiforme ici. Et le cunéiforme correspondant, il n'apparaît que là, une fois que le doigt a disparu, en fait. Donc le doigt a fini de s'insérer dans le pied, alors même que le cunéiforme qui y correspond n'est pas encore là. Et là, on voit clairement des traces de... Enfin, là, je veux dire, on a carrément un bout de pied où il n'y a pas d'os, ici. Tout ça, voilà, là, on a un os là, un os là, un os là, et tout ça, ici, c'est un bout de pied qui n'a pas d'os. Donc ça, c'est clairement le signe qu'il y a eu manipulation. C'est clairement le signe qu'il y a eu manipulation. Tout ça, c'est du pied qui n'a pas d'os. Alors que le doigt, comme je le disais, alors que le doigt, il est là. Hein. Le doigt, il est là. Il est censé s'accrocher à un os ici. Hein, le doigt. Mais
Tout ce bout de pied, là, il n'a aucun os. Et il manque les talons à Maria. Donc ça, c'est très intéressant à observer. C'est très intéressant à observer. C'est à peu près le seul truc qu'on peut observer. Mais c'est très intéressant à observer. Et du coup, je suis allé rechercher les vieux scans qui avaient été faits de Maria, où justement, on y voyait peut-être un peu plus clair, légèrement plus clair. Du moins, il manquait pas de slides. Alors, il y a deux fois moins de slides et la résolution est vraiment pas terrible. On a l'impression que le spécimen a bougé pendant qu'ils ont fait la radio, donc du coup, c'est pas très net. Mais au moins, il y a toutes les slides. Voilà, donc il manque pas de morceaux. Et du coup, maintenant qu'on a vu ça, on peut voir si ça correspond à ce qu'on voit sur celui où il manque pas de morceaux. Donc, on va essayer d'augmenter un peu le contraste. Voilà. Et donc, bah là, voilà, typiquement, oups. Là, typiquement, on voit très bien le doigt qui s'articule dans le vide, complètement dans le vide là. Donc le doigt, il arrive dans du vide et l'os n'apparaît que 2 slides plus tard, 2 slides plus loin. Et de l'autre côté, c'est moins évident. Il y a cet os-là ici qui est typique, qui est véritablement articulé à ce doigt-là. Ce doigt-là, il n'a pas bougé. Par contre, ce doigt-ci, vous voyez qu'il s'articule entre deux os là. Au lieu de s'articuler directement sur l'os, il s'articule entre deux os. Et ce doigt-là, pareil, au lieu de s'articuler sur une facette, donc une des faces planes de ce cunéiforme ici, là vous avez 2 faces planes, une à droite, une en haut, une en bas. Et au lieu de s'articuler sur une des faces planes du cunéiforme, il s'articule sur la pointe du cunéiforme, ce qui n'a pas vraiment de sens non plus. Là, on confirme qu'il n'y a définitivement aucun talon. Il n'y a définitivement aucun talon. Donc j'ai essayé un peu de faire des reconstructions 3D du pied. Donc le naviculaire là, le naviculaire là, 1, 2, 3 cunéiformes, 1, 2, 3 cunéiformes. Et ici le cuboïde à l'extérieur, comme sur un pied normal. Sauf que là où sur un pied normal, vous avez un os par doigt et le cuboïde qui en a deux, bah là vous avez le cuboïde qui en a un doigt qui n'a pas d'os, un doigt qui a un os, un doigt qui a un os, un doigt entre deux os et un doigt sur le cuboïde. Donc, donc là, s'il n'y a pas manipulation, je vois pas trop comment expliquer ça. Je veux dire, quel intérêt d'avoir autant de tarsiens? Quel intérêt d'avoir autant d'os dans le tarse si c'est pour articuler que 3 tarsiens? Voilà. Déjà que chez l'humain, il n'y en a pas assez, il faut qu'il y ait 2 doigts qui s'articulent sur le même. Alors là, vous imaginez, vous avez une bestiole à 3 doigts et vous avez je ne sais combien d'ossements. Bon, bref, ça n'a pas vraiment de sens. Ça n'a pas vraiment de sens cette anatomie et donc et en plus il y a les fameux doigts qui s'articulent au milieu de nulle part. Donc ça suggère fortement que ça a été manipulé. Le problème c'est que je peux pas refaire ça après pour les doigts. Le problème c'est que je peux pas refaire ça pour les doigts des mains du coup parce que le problème des doigts des mains bah, c'est qu'encore une fois la résolution est trop basse. Et si je veux voir le doigt des mains là sur un scan de cette qualité. Voilà, là, vous arrivez à voir les mains? On va jouer, on va jouer. Vous voyez là les mains? Là, ça, c'est les doigts là sur le côté. Là, les 3 points que vous voyez sur le côté, c'est les doigts. Je veux dire, voilà, la résolution est trop basse. Donc ça, c'est l'ancien scan. Et sur le nouveau scan, bah, c'est pareil. La résolution, de toute façon, elle est trop basse. Il n'y a pas assez de. Je veux dire, comme je disais, c'est le scan à haute résolution, mais ils ont juste augmenté la résolution là, en fait. 630 par 630 au lieu, même pas en fait. Ils n'ont même pas augmenté la résolution. Je dis des bêtises. Ils ont juste augmenté la netteté. Et là, il y a 118 diapos. Là, il y en a 263. Donc, ils ont juste doublé le nombre de diapos. Mais 263 diapos, enfin, 263 tomogrammes, pardon. C'est juste complètement insuffisant pour arriver à avoir des structures nettes, quoi. Donc, hélas, on n'en saura pas plus pour Maria. Mais en tout cas, maintenant, on voit que le pied, clairement, il est trafiqué. Il y a au moins. Ah oui, et puis il y a une autre chose importante aussi. Je vais vous remettre. Voici la nouvelle. Ça, c'est le scan de 2020 de Maria. Et vous voyez là, il y a un des orteils qui est pété. Et je vais vous mettre le scan de 2018, si je me rappelle bien. Le scan de 2018. Hop, elle a ses 3 orteils. 1, 2, 3.
Elle a tous ses orteils. Donc, je sais pas qui sont les. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font là, les charlots, avec leur momie, mais en tout cas, ils en prennent pas soin. Là, pour le coup, c'est vraiment du. C'est vraiment. Enfin, si cette momie a vraiment la moitié de l'importance que les gens qui l'étudient prétendent qu'elle a, faudrait peut-être tâcher d'en prendre soin. Et là, lui péter un doigt, sérieusement, ça, non. Ça passe pas, quoi. Et puis quand on sait qu'à la base, surtout, c'est une momie historique, c'est probablement une vraie momie historique qui a été mutilée. Ça fait quand même mal au cœur de voir comment cette pauvre personne est traitée, quoi, parce que c'est quelqu'un, je veux dire, ça a été quelqu'un. Bref, je vais encore m'énerver, je passe à la suivante. Voilà. Donc maintenant, on va faire un peu plus les scans de moindre intérêt parce que bah, ils sont moches. Parce qu'ils sont un peu moches et difficiles à interpréter. Donc on va faire Albert en premier. Donc voilà, Albert, il a le même syndrome que Louisa, hein, c'est-à-dire que sur son cerveau, on arrive à voir les bulbes olfactifs. Alors là, le scan est d'une très très basse résolution. Quoique 420 slides, c'est pas si mal que ça au final, mais le scan est quand même à relativement basse résolution. On n'arrive pas à voir les oreilles internes et le cerveau, voilà comment il ressort. Mais on voit quand même les lobes olfactifs ici. On voit quand même, alors pas les nerfs optiques sont là normalement. Là, on voit les nerfs trijumeaux. Là, on voit la sortie, hein, la sortie de la moelle épinière. Là, on voit le cervelet. Ça, c'est les hémisphères cérébraux. Et encore une fois, il est monté à l'envers. Voilà, les bulbes olfactifs sont à l'arrière. Là, on voit le petit foramen optique pour le nerf optique. Il ne s'ouvre pas du tout dans l'œil. Donc, on voit que l'œil devrait être situé là. D'ailleurs, on voit bien si on enlève la transparence, la dépression, en fait. Vous voyez cette dépression là, c'est là que devrait se trouver l'œil. L'œil, il devrait suivre ce contour-là, en fait, que je trace avec la souris. Il devrait suivre ce contour-là. Donc ça, c'est l'arrière de l'œil, en fait. Et pareil de l'autre côté, là, on voit bien, hein, quand on met comme ça, là, on voit bien que l'œil, il devrait se trouver là, ici. Et pareil, on a le nerf optique ici. Donc ça, c'est encore un crâne qu'on voit très bien qu'on voit bien monter à l'envers, quoi. Et encore une fois, la bouche, c'est le côté où la moelle épinière devrait sortir. Et puis on voit qu'ils ont là, on voit justement là, ça fait une petite, vous voyez ce petit crochet là, ça veut dire que là, il y a une plaque aussi, exactement comme sur l'autre spécimen, comme sur Louisa. Et puis comme sur Louisa, il a exactement les mêmes problèmes que Louisa, donc on peut y aller rapidement, j'ai envie de dire. Même problème que Louisa, à savoir que, hop, ici, donc on commence par la boîte crânienne. Donc là, on voit les fameuses petites indentations qui ont été creusées pour faire les yeux dans le crâne authentique. Là, on voit la petite plaque qui sert à boucher qui sert à boucher le trou de la moelle épinière pour en faire une bouche ici. C'est la fameuse petite plaque dont je vous parlais. D'ailleurs, vous pouvez remarquer que sur celui-là, il n'y a qu'une plaque. Il n'y en a pas deux. Enfin, si, la deuxième est à l'intérieur. La deuxième est là. Elle est plus à l'intérieur, en fait, la deuxième. Donc ça, c'est la plaque du haut, ce qui servirait de mâchoire supérieure. Et là, vous voyez la plaque du bas, ici. Encore une fois, là, on a la fosse pituitaire ici, donc avec la sella turcica. Et cette fosse, on voit que, pouf, elle est bouchée par un corps vertébral, une fois de plus. Si on suit le corps vertébral, on va finir par tomber sur une vertèbre complète. Même pas, en fait. Ah, si, voilà. Ça y est, voilà les vertèbres. Alors, les vertèbres qui ont encore moins de sens sur cet animal-là, parce que là, il y a quasiment pas de corps vertébral. Ah non, c'est même plus vicieux que ça. Non, alors autant pour moi, ça c'est une vertèbre, je confirme. Ça c'est le trou de la vertèbre et à l'intérieur, c'est un bâton. C'est pas un corps vertébral du tout en fait. À l'intérieur, il y a un bâton. Donc ils ont mis un bâton dans le cou et le bâton ensuite il empale le cerveau. Voilà. Autant pour moi. Non, autant pour moi, c'est pas exactement comme sur Louisa. Là, il y a un bâton. Donc ça, c'est plus comme Joséphina. On va voir tout à l'heure, Joséphina, elle a aussi un bâton.
pour tenir sa tête. Donc c'est un bâton qui passe par le trou de la moelle épinière et pouf, et qui rentre dans la pituitaire. Et puis après, il me semble qu'il y a le même truc au niveau des côtes, si je me rappelle bien. Voilà, exactement le même truc au niveau des côtes. Donc là, les côtes, elles rentrent dans le trou de la moelle épinière. Flap, flap, c'est un massacre. C'est un massacre. Donc Alberto, il était tétraplégique aussi. Alors là, ouais, là, vous avez carrément une côte, regardez ça, qui traverse jusque l'autre côté. Vous voyez, qui traverse jusque l'autre côté, qui fait un tour complet. Alors si vous connaissez cette anatomie chez un quelconque animal, merci de me téléphoner, parce que là, c'est violent. Alors là, oui, là, on a le bassin sur le côté, là, la lame du bassin. Et regardez comment le fémur s'articule. En fait, il s'articule pas, il est posé sur le côté du bassin. Donc en gros, on a un animal qui a le bassin comme ça, le fémur comme ça. Donc en gros, cette chose ne pouvait pas tenir debout puisque voilà, le poids du corps aurait dû glisser le long du fémur comme ça. Un bon fémur, normalement, ça a une tête d'articulation et ça s'articule dans une fosse glénoïde, enfin dans un acétabulum, pour le coup, de telle façon que le poids est supporté par le bassin. Parce que tout l'intérêt du bassin, c'est de transférer le poids du corps aux jambes. Si le bassin il est comme ça et le fémur est comme ça, le poids du corps il part verticalement, attiré par la gravité. Donc cette chose-là, quoi qu'elle soit, ne pouvait pas tenir debout. Ça, c'est à peu près sûr. Et puis si on continue de descendre, on voit toujours les. Alors là, au niveau des doigts, on voit toujours que les doigts s'articulent directement au, à, à un seul os, à l'os du bras, donc il n'y a pas de poignet. Et puis pareil pour les. Ah non, il y a quand même un os, regardez. Je suis mauvaise langue avec ce pauvre Alberto, hein. Regardez, là, les doigts, ils sont là. Il y a un gros os et pouf, la jambe. Bon, la jambe, il n'y a toujours pas de tibia péroné, il y a un gros os. Donc on vient quand même de voir avec Maria. Maria a quand même une structure un peu plus plausible. Quand bien même le nombre d'os qu'elle a dans la cheville ne colle pas du tout avec le nombre de doigts qu'elle a, mais au moins, au moins elle a une architecture plausible, alors que là on a juste un gros os, voilà, qui porte les trois doigts. Et c'est tout. Et c'est tout. Donc, on va passer au suivant. Donc ça, c'était Alberto. Alberto, il y a rien qui va. Wawita, ça a été un des plus frustrants parce que c'est un des scans les plus endommagés. Alors que c'est un humain, c'est un bébé humain en plus. Donc Wawita, elle a un peu le même problème que Maria, c'est du corps entier en fait. C'est un corps entier d'humain, tout est humain dedans, mais, mais le scan est très 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 endommagé. Alors j'ai essayé là ce que j'ai fait là, ce qui est affiché là, c'est une tentative d'essayer d'extraire les os en 3D, mais vous voyez la résolution est vraiment pas terrible. 171 slides, c'est juste pas assez pour y voir quelque chose quoi. C'est juste absolument pas assez pour y voir quelque chose. Du moins pas sans tricher. C'est Je sais qu'ils arrivent à produire des images très intéressantes là avec leur resampling et leur interpolation, mais voilà, si on veut pas tricher, vaut mieux. Si on veut pas tricher, ben on produit pas de belles images. Voilà, ça c'est clair. Parce qu'encore une fois, la résolution là, elle est jolie, mais voilà, une fois que vous changez de vue, la résolution elle est pixelisée, elle est dégueulasse quoi. Euh, Et donc c'est pareil là au niveau des mains, j'ai essayé de voir si on pouvait repérer quelque chose au niveau des mains ou quoi, mais il n'y a rien qui m'a sauté aux yeux parce que les mains, c'est pareil, le scan est tellement endommagé à cause de la compression que. Disons que là, ce qu'on voit, là, on a la main ici, on a les métatarses. Vous voyez, ça, ce sont les métatarses, donc les os longs de la main. Les métacarpes, pardon. Ce sont les os longs de la main. Là, on a radius ulna. Donc, on a 1, 2, 3, 4 et un cinquième. Donc là, on a bien 5 métacarpes, donc 5 métacarpes qui correspondent aux 5 doigts. Et ce qu'on a là, en fait, c'est un. Vous voyez, là, il y a une cassure ici. On voit bien qu'il y a une cassure ici avec les doigts, l'axe qui change d'orientation et qui conduit au doigt. Et on n'a que 3 doigts. Un, 2 et troisième qui est là, je crois. De toute façon, on voit bien sur les photos de la bestiole de celui-là qu'il a que 3 doigts. Et donc,
Donc là, on n'a même pas à se poser la question, quoi. C'est un faux, hein. C'est définitivement un faux, puisque là, ils n'ont même pas fait l'effort de cacher, de maquiller qu'il y avait 5 métacarpes à la base, hein. Donc 1, 2, 3, 4 et le cinquième ici. Le cinquième qui est légèrement décalé par rapport aux autres parce que c'est le pouce, tout simplement. Donc, et après, on a des doigts complètement rafistolés par-dessus. Là, on voit carrément le point de colle, quoi. C'est vraiment du travail de cochon, là, ce qu'ils ont fait, hein. C'est vraiment du travail de cochon. Donc là, il n'y a pas de doute sur le fait que c'est du faux. Mais je me rappelle que même en ayant je me rappelle en ayant pointé ça du doigt dans une vidéo précédente que ça les choque même plus à force. Je sais pas comment ils font pour pas être choqués, de se faire prendre pour des jambons, mais bon, bref. Là, j'ai l'impression, ouais, on a Radius Ulna aussi, donc là, je crois que c'est la deuxième main. Donc on a un métacarpe, deux métacarpes, trois métacarpes, quatre métacarpes. Quatre métacarpes. Où est le cinquième? Je vois pas le cinquième. Peut-être qu'il est plus vers la gauche. Non, bon, j'en vois que 4 là. 1, 2, 3, 4. Ouais, j'en vois que 4. Et après, on a 1, 2 et 3 doigts. Voilà, donc 3 doigts. Ah, peut-être pas. Il y a peut-être un quatrième doigt. Attendez, attendez, on repart en arrière. Il y a un doigt là, un doigt là, un autre doigt qui arrive là. Ah non, c'est juste le même doigt en fait qui est plié. Non, pardon, il y a 3 doigts. Donc 4 métacarpes et 3 doigts. C'est pareil, ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. Et là, celui-là, ce qui m'avait inquiété le plus en le voyant, c'est quand on suit la colonne vertébrale, en fait. Où est-ce qu'elle est, cette petite colonne vertébrale? Montre-nous ta colonne vertébrale, petit. Voilà, donc suivez sa colonne vertébrale là. Et vous voyez que ici, en fait, elle va nulle part, sa colonne vertébrale. Donc, je ne sais pas ce qu'ils ont fait subir à cette pauvre momie pour arriver à en faire ce qu'ils voulaient, en gros, pour arriver à la mutiler, comme ils le souhaitaient. Mais encore une fois, ça s'est pas fait proprement. Ça s'est fait avec la destruction d'une partie de la colonne vertébrale qui n'est plus connectée au reste, en fait. Donc, ils l'ont probablement désarticulé pour accéder au pied, ou je sais pas. Je sais pas comment ils ont fait ça. Là, c'est pareil. Ici, vous voyez, là, si vous suivez ce truc-là, cette structure-là, il y a une côte, j'ai l'impression, qui est connectée à rien, donc qui est flottante complètement. Donc ça, c'est pareil, ça sent la mutilation aussi. Ça sent la mutilation. Là, on voit que la matrice a été dérangée ici, à cet endroit-là. Voilà le pied. Voilà un pied. Donc là, on a un doigt, on a deux doigts. Là, par contre, pour le pied, ils ont fait un effort. Là, on a effectivement un tibia, un péroné qu'on suit. Là, il se passe un truc, mais j'arrive pas à savoir quoi. Et là, hop, et on a 3. Ouais, la résolution n'est pas assez grande ici pour que je vois, mais il y a 1, 2, 3 et 4 au moins os ici. Et pouf, d'un seul coup, ça passe à 3. Pouf, tac. Et d'un seul coup, ça passe à 3. Et les trois griffes après. Pareil, avec une plus grande résolution, j'arriverai peut-être même à identifier les griffes, d'où viennent les griffes. Je suppose que c'est soit du chat, soit du poulet. Mais, mais ce serait bien de pouvoir identifier les griffes. Là, la façon dont les os sont creux dans les poupées, notamment, ça m'incite à penser que ouais, c'est fait beaucoup avec de l'os de poulet, en plus de la clavicule, en plus des clavicules de Louisa. Je pense que c'est beaucoup fait avec de l'os de poulet. Donc voilà, Wawita, c'est aussi un mutilé, mais alors en plus, ça a été fait à la truelle, et en plus ça se voit que c'est du faux. Là, ça se voit vraiment fort que c'est du faux sur Wawita. Et le dernier, non, il reste encore Joséphina et Victoria. Donc Joséphina, ça fait partie de ceux qui ont les œufs. Joséphina, je sais plus. Joséphina, il y avait un truc intéressant, c'est qu'on voyait bien le bâton qu'elle avait dans la tête. Voilà, je l'ai reconstitué en 3D. Ici. Donc encore une fois, un cerveau, contour quadrangulaire, enfin contour rectangulaire, donc probablement encore du lama ou quelque chose d'apparenté. Lobe olfactif,
sortie de la moelle épinière, cervelet, hémisphères cérébraux, et pourtant, encore une fois, la face se trouve du mauvais côté au niveau de la sortie de la moelle épinière. Et ce qui est intéressant avec Josefina, c'est qu'on voit bien le bâton. Là, je l'ai reconstitué ici, mais je peux vous le montrer sur les diapos. Donc là, on le voit sur la vue de côté. Sur la vue de côté, c'est assez net. Mais encore très pixelisé parce que la résolution n'est pas gégène. Et sur voilà, toujours les vertèbres, enfin les vertèbres qui sont perforées par les côtes, hein, toujours, afin de faire tenir les côtes. Donc ça change pas. Donc voilà, là, ce que je vais vous montrer, ouais, c'est le bâton. Donc on va masquer la couleur jaune, on va masquer le rose parce que le rose va finir par arriver et nous cacher tout. Voilà, et on va monter vers le haut. Donc là, on est dans le trou de la moelle épinière ici. Et là, vous voyez ce petit truc là qui apparaît et pouf, qui grossit. Donc ici, là, on a un truc qui a une texture qui est proche de l'os, mais qui n'est pas de l'os. Et là, on le voit bien, le bâton. Voilà, le bâton qui est dans le crâne et qui forme cet axe qu'on suit et qui remplit la moelle épinière jusque là. Donc là, on voit bien, il y a un bâton complètement à l'intérieur qui permet de tenir la tête du machin. C'est assez intéressant. C'est assez intéressant. On peut aller rouvrir vite fait le scan de Josefina avec Radiant pour voir s'il y avait des prises de vue intéressantes sur les œufs. Ça n'a pas grand intérêt, mais là on voit encore une fois qu'il a fallu qu'ils mettent la gomme pour voir au travers. Hein. Donc là, ils sont complètement opaques quand on voit bien les os. Et encore une fois, pour voir au travers ici, là sur cette image pas très grande, mais bon, au moins on voit. Hop, voilà. Sur cette image-là, il a fallu encore une fois qu'ils mettent la gomme hein, pour voir au travers. Donc c'est intéressant parce que ça montre que ben, ouais, si on met pas la gomme, on n'y voit rien. Donc c'est forcément des trucs d'une densité. Regardez là, on a la plaque de métal ici. C'est plus dense que le métal. La plaque de métal est là et ces trucs-là sont encore blancs alors que la plaque de métal est noire. Donc on est sur des trucs qui sont plus denses que le métal. Je sais pas ce que c'est, hein, mais c'est pas des œufs. C'est clairement pas des œufs. Hein. Les œufs, ça fossilise pas 300 fois plus vite. Ça se transforme pas en cailloux quand le reste du squelette se momifie, quoi. C'est pas possible. C'est pas comme ça que ça marche. Donc voilà, encore un beau crâne monté à l'envers et en plus avec un petit bâton pour le tenir. Comme une glace, comme un cornetto, non, comme un magnum. Et le dernier, c'est Victoria. Victoria, je crois que c'est celui le plus grossièrement monté parce que celui-là, il n'y a même pas besoin. Alors, les scans, pour une raison que j'ignore, c'est soit le fichier est extrêmement corrompu, soit les scans n'ont pas, soit les gens qui ont scanné n'ont pas pris la peine de scanner tout le truc, parce que là, pouf, 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 voilà, ça ne marche pas. Ça ne va pas plus loin que ça. Donc voilà. Mais de toute façon, c'est pas grave parce que il suffit de regarder l'articulation des genoux. Donc voilà, là on est bon une fois de plus, on est sur du grand art anatomique, hein, puisque les pieds, voyez, les orteils qu'on voit ici, encore une fois, sont attachés directement au tibia et que ce tibia n'a pas de fibula, enfin pas de péroné. Mais surtout, là, ce qu'on voit, c'est le gros globibulga de col ici. Et quand on monte vers le fémur, pouf, voilà. Donc le fémur, là, on voit clairement qu'il est cassé, ici. On voit clairement que l'os du fémur, là, est cassé, puisqu'il est en forme de U. Et que cette cassure là, elle est recouverte de colle, et que cette colle vous amène au tibia qui est lui-même en forme de U, donc cassé aussi. Voilà. Donc là, il n'y a pas trop de doute sur le fait que c'est du fabriqué, c'est du fait main. C'est fait main tout ça. Il n'y a pas de doute sur le fait que celui-là est vraiment fait main. On peut l'ouvrir. Je crois qu'il y a un peu plus d'images si on regarde la totalité des DICOM originales. Là, ça suffit à voir par contre que les côtes, encore une fois, pénètrent à l'intérieur de la moelle épinière. Là, cette image-là, elle montre bien les côtes qui pénètrent à l'intérieur de la moelle épinière. Et là, ça a été très intelligemment cadré puisqu'on voit très bien l'os qui est cassé et qui est glué à l'os suivant. Là, on voit la glu
et on voit l'os cassé là, complètement. Paf! La cassure, elle est juste là. Là, en regardant celui-là, ça m'a l'air d'avoir été cadré par des sceptiques, hein. Parce que là, on est clairement sur l'endroit où ça montre que c'est complètement, rentré dans la moelle épinière. Donc, là, ça a l'air d'avoir été cadré par des gens qui savaient ce qu'ils cherchaient. Savoir, ouais, là, clairement, ça a été aussi cadré pour montrer, que ça a été recollé à la glu. Là, idem. À l'issue de ces analyses, il me semble important de tracer plusieurs conclusions. Tout d'abord, tous les spécimens qui ont été scannés et dont les scans m'ont été transmis portent des traces de modification physique. Il en résulte donc qu'aucune de ces momies ne porte pas de traces de modification et possiblement de falsification. Les momies correspondant aux poupées ne peuvent pas être d'authentiques êtres vivants. Rien dans leur anatomie n'est compatible avec un être vivant fonctionnel. De plus, elles portent des traces évidentes de fabrication à partir d'autres restes d'animaux, et notamment des lamas. Les momies Maria et Wawita sont de véritables momies tout à fait humaines qui ont en fait été mutilées post-mortem. Ce qui me motive à indiquer que ces momies ont été modifiées après leur mort, c'est qu'il est impossible qu'avec les traces de mutilation qu'on observe sur leurs mains et sur leurs pieds, en particulier le rabotage des talons ainsi que le déplacement des doigts par rapport aux tarses et aux carpes, il est impossible que ces personnes aient été des êtres vivants fonctionnels. Il est impossible qu'ils aient pu vivre en ayant leurs pieds et leurs mains dans cet état. Il est tout à fait possible que Maria et Wawita soient des momies, d'authentiques momies archéologiques qui ont été mutilées très récemment, ce qui expliquerait que les datations carbone 14 indiquent un âge ancien. Enfin, il est évident que la momie Maria a subi des dommages, notamment la perte d'un de ses orteils, ce qui indique que peu de soin est apporté au maintien de ce matériel. Enfin, il me semble crucial de souligner que si ces momies sont effectivement issues d'un pillage de tombe, on est à la fois face à un manque de respect flagrant pour les personnes représentées par Maria et Wawita, mais aussi pour la culture qu'elles représentent. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.